Bonjour, bienvenue à tous dans cette table ronde de Futurible International qui est organisée ce soir autour de Camille Penny. Camille Penny est sociologue, professeur à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez notamment publié déjà Le Déclassement en 2009, qui avait fait pas mal de bruit à l'époque. Vous avez ensuite publié notamment, parce que je ne fais pas la liste exhaustive, un ouvrage qui s'intitulait Le destin au berceau, inégalité et reproduction sociale. Et vous venez de publier en janvier 2022 un ouvrage qui s'intitule Pour une politique de la jeunesse à la République des idées. Et vous allez ce soir nous présenter ce livre, dont la couverture est rose, mais le contenu l'est un tout petit peu moins. Donc j'imagine que c'est un choix de l'éditeur, puisque vous nous expliquez dans ce livre que la situation d'une partie de la jeunesse relève de l'urgence sociale. Donc vous allez pouvoir nous expliquer ces différents éléments et pourquoi est-ce que vous prenez donc une politique de la jeunesse, ce qui peut paraître comme étant encore un peu d'actualité dans cette période d'élection. Avant de vous donner la parole, quelques éléments pratiques. Donc cette table ronde est prévue pour durer jusqu'à 19h. Vous êtes nombreux à la suivre à distance, mais nous avons aussi une partie des participants qui sont présents ici à Futurible. Donc on va être en mode hybride. Pour les participants qui sont à distance, vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole oralement. En revanche, vous avez deux canaux à votre disposition. Vous avez un chat qui vous permet notamment de réagir si jamais il y avait des problèmes techniques ou si jamais il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez apporter un certain nombre de commentaires. Et puis, vous avez un onglet qui est un onglet questions. Et on vous demandera si vous voulez bien privilégier cet onglet-là pour poser des questions auxquelles vous souhaiteriez que notre intervenant puisse répondre dans la deuxième partie de cette table ronde, puisque l'objectif est qu'il puisse nous expliquer quels sont les principaux éléments qu'il présente dans son livre pendant environ 45 minutes, et puis qu'on conserve un temps à peu près équivalent pour avoir une discussion. Et puis on s'attachera aussi, évidemment, à prendre en compte les questions ou les remarques que les différentes personnes présentes ici pourraient avoir dans le moment de la discussion, mais elles pourront intervenir oralement. Voilà. Je rappelle par ailleurs que dans ces tables rondes de Futurible, vous êtes maintenant invités pour les membres de l'association à venir y participer physiquement pour ceux qui le souhaitent, ce qui permet d'avoir aussi un contact plus direct avec les intervenants. Voilà, je crois n'avoir rien oublié sur les aspects techniques. Donc, merci beaucoup à Camille Penny de nous rejoindre ce soir. Pas forcément évident, à lendemain d'élection, mais en même temps, il ne faut pas que vous allumiez votre son. Voilà. Sinon, ça fait ça. Donc, merci beaucoup à Camille Penny de nous avoir rejoints, ce qui n'est pas forcément évident, je le disais, pour un lendemain d'élection. Et donc, merci à vous de bien vouloir nous présenter un petit peu quelles sont les idées clés de ce livre où vous prenez une politique de la jeunesse, tout en nous disant un petit peu que la jeunesse, ça n'existe pas complètement, mais quand même qu'on peut essayer de bâtir une politique dessus. Donc, on vous laisse nous expliquer tout cela, et puis ensuite, on rentre dans une discussion avec vous sur le sujet. D'accord, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous, merci à Futurible pour cette invitation, qui c'est vrai tombe un lendemain d'élection. Donc quand on s'était parlé avec François la semaine dernière, je lui avais demandé, mais est-ce que vous êtes certain qu'un lendemain d'élection, il y aura beaucoup de gens intéressés pour parler des politiques jeunesse? Mais en fait, l'ouvrage, j'avais terminé de l'écrire l'été dernier. Et puis, c'est vrai que l'éditeur avait choisi de le faire paraître en début d'année, puisque vous connaissez peut-être cette petite collection de la République des idées au Seuil. C'est une collection qui n'est pas si simple que ça pour les chercheurs, puisqu'il faut écrire clairement, ce qui n'est pas toujours notre principale qualité. Et puis surtout, il faut, dans un dernier chapitre, esquisser des propositions en termes de politique publique, ce qui n'est pas non plus forcément l'exercice avec lequel nous sommes le plus à l'aise. Donc, ce que je vais faire, c'est vous présenter pendant une quarantaine de minutes maximum pour qu'on ait le temps d'échanger ce que j'ai voulu faire dans ce livre, et puis je pourrais évidemment pas développer tous les points. Et donc, j'en ai choisi 2 ou 3 principaux. Le point de départ de cet ouvrage, c'est que moi, je suis un sociologue, vous avez cité mes travaux de thèse sur le déclassement, je suis un sociologue au départ qui travaille sur les questions de mobilité sociale. Et quand on travaille sur la mobilité sociale, on ne peut pas ne pas parler de l'école, du système éducatif. Et
à mesure que je parlais du système éducatif et de l'école, j'ai été en quelque sorte tiré vers les questions de jeunesse, puisque évidemment, les politiques éducatives sont l'une des pierres essentielles de ces politiques de jeunesse. Donc voilà pourquoi un questionnement sur la jeunesse. Le questionnement qui était au départ de cet ouvrage, c'était une sorte de paradoxe que je vais essayer de tirer un peu à l'extrême pour vous montrer quel était mon état d'esprit. Mon point de départ, c'était de considérer que la jeunesse était omniprésente dans le débat public, d'une certaine manière du moins, ou en tout cas que lorsqu'il s'agissait d'accomplir un certain nombre de réformes, la jeunesse était souvent utilisée comme argument pour justifier du bien fondé de ces réformes. On peut regarder par exemple les discours des gouvernements successifs qui ont réformé le système des retraites. Un des éléments communs, c'est à chaque fois le fait que l'on réforme ce système de retraite, on repousse par exemple l'âge de départ à la retraite au nom des générations futures pour sauver le système par répartition, pour que les générations futures puissent en bénéficier. Autre exemple, la nécessité de rembourser la dette. Alors évidemment, tout a un peu changé avec le Covid, mais en tout cas, avant la période de Covid, on disait que les politiques qui visaient à réduire la dette étaient des politiques qui étaient menées en grande partie au nom des générations futures pour qu'on ne lègue pas aux générations futures nos dettes à rembourser. Donc, une jeunesse qui était omniprésente dans le débat public, au moins comme justification d'un certain nombre de politiques publiques, et en même temps une réalité des politiques jeunesse qui étaient largement décevantes. Donc, avec l'éditeur, on a décidé d'appeler ce livre « Pour une politique de la jeunesse », ce qui peut paraître un petit peu ambitieux et ce qui pourrait laisser sous-entendre que rien n'est fait pour la jeunesse en France, ce qui est faux, évidemment. L'État, les collectivités territoriales, la puissance publique fait même beaucoup pour les jeunes. Mon argument, c'est qu'elle le fait de manière désordonnée, qu'elle le fait avec un millefeuille de dispositifs relativement illisibles et inefficaces à réduire les inégalités, j'y reviendrai, et inadapté, selon moi, aux problématiques du XXIe siècle. Et si elle le fait en empilant des dispositifs, me semble-t-il, c'est parce que notre société n'a jamais pris vraiment le temps de réfléchir à ce que politiquement, philosophiquement presque, ce que devrait signifier le temps de la jeunesse. Et donc, mon point de départ, c'était celui-là. Je vous donne un exemple. Pendant le premier confinement, lorsqu'Édouard Philippe annonçait, je crois que c'est arrivé à 2 reprises, en tout cas au moins à 1 reprise, telle ou telle allocation spécifique pour les jeunes en difficulté, même les associations de professionnels de la jeunesse mettaient plusieurs heures à bien délimiter si cette aide allait bénéficier à telle ou telle catégorie de jeunes. Et les gouvernements, faute de véritables politiques de la jeunesse, en sont réduits, en tout cas c'est le point de vue que je défends, à empiler des dispositifs d'urgence qui viennent s'ajouter et à remplacer, mais pas seulement, pas totalement, en partie seulement, les dispositifs existants, de sorte qu'on a une sorte de millefeuille assez illisible. Donc, ce pourquoi je milite dans cet ouvrage, c'est une réflexion sur ce que pourrait être ce temps de la jeunesse, en me basant sur ce qui se passe ailleurs en Europe, j'y reviendrai, et arrimer à cette conception philosophique, politique de la jeunesse, un certain nombre de grands principes de politique publique qui soient à la fois universels, protecteurs et émancipateurs. Selon moi, et j'en aurais terminé avec cette petite introduction, cette politique de la jeunesse, elle devrait avoir au moins 2 objectifs. Un premier objectif qui est de veiller à ce que la fracture entre les générations, toujours prompte à grandir dans des sociétés qui vieillissent, eh bien faire en sorte que cette fracture entre les générations ne s'aggrave pas, mais également, évidemment, veiller à réduire les inégalités sociales qui continuent à fracturer les générations et les différentes classes d'âge. De même que les baby-boomers jeunes retraités ne sont pas tous et toutes des retraités aisés, les jeunes ne sont pas toutes et tous des pauvres déclassés. Les inégalités fracturent cette classe d'âge, fracturent cette génération, comme les autres classes d'âge, de sorte que cette politique de la jeunesse que j'appelle de mes voeux devrait avoir ces 2 objectifs, veiller à réduire les inégalités entre les générations dans des sociétés vieillissantes, d'une part, et d'autre part, veiller
à réduire ces inégalités qui, à bien des égards, continuent à fracturer les générations. Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir sur cette question des inégalités entre les générations, puis ensuite de dire un mot sur cette question des inégalités qui fracturent les générations, et puis enfin de proposer un certain nombre de pistes de politique publique qui sont notamment tirées des exemples étrangers, puisque, encore une fois, on a l'impression que les politiques publiques en France sont évidentes, qu'elles vont de soi, et on s'aperçoit, quand on détourne un petit peu le regard vers nos voisins, que d'autres choix sont possibles, qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas forcément meilleurs ou moins bons que les nôtres, mais qui, en tout cas, produisent un certain nombre de résultats, tant d'un point de vue objectif que d'un point de vue subjectif sur la manière dont les jeunes parviennent ou non à se trouver et à se déclarer optimistes quant à l'avenir. Il y a un premier chapitre dans cet ouvrage que je vais quasiment pas développé maintenant, qui consiste à essayer de donner à voir les valeurs de cette jeunesse aujourd'hui. Alors, peut-être que pour fixer les idées une bonne fois pour toutes dans cette intervention, on va dire que la jeunesse, je la définis dans cet ouvrage comme étant la période qui s'étend de l'âge de la fin de scolarité obligatoire jusqu'à l'âge moyen d'obtention d'un premier emploi stable. Donc, vous savez qu'en France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Il y a une autre barrière d'âge qui est 25 ans. Hein. C'est à 25 ans en France que les jeunes peuvent accéder à l'ensemble des droits sociaux dans les mêmes conditions que le reste de la population. C'est à cet âge-là, par exemple, qu'ils accèdent au RSA dans les mêmes conditions que le reste de la population. Et l'âge moyen du premier emploi stable en France, du premier CDI, c'est à peu près 28 ans. Donc, on peut considérer que quand je parle de la jeunesse aujourd'hui et des politiques publiques en direction de la jeunesse, je suis dans cette période qui va de la fin de scolarité obligatoire jusqu'à l'insertion stable, la stabilisation sur le marché du travail. Donc, dans ce premier chapitre, j'ai essayé de répondre à la question de savoir si cette génération, cette classe d'âge, aujourd'hui, dans la France de 2022, avait des valeurs spécifiques. Parce qu'on entend souvent que les jeunes générations seraient animées par des valeurs particulières. Et puis, c'est une question qui intéresse beaucoup les sociologues, qui aiment beaucoup débattre de sujets un petit peu ésotériques. Et parmi ces sujets ésotériques, il y a la question de savoir qu'est-ce qu'une génération. Et évidemment, le sociologue, qui est un être exigeant, la contemporanéité de la naissance ne suffit pas. Être né à un même moment ne suffit pas à faire advenir une génération. Pour qu'advienne une génération, encore faut-il ce que Mannheim appelait des éléments de liaison, à savoir le partage de valeurs communes, pour dire les choses rapidement, au moins en partie opposées aux valeurs des générations précédentes. Le résultat de ce chapitre est un peu décevant, c'est que même quand on regarde les questions liées à l'environnement, la préoccupation environnementale, quand on regarde le rapport au travail, quand on regarde la perception de l'autre, de l'étranger, de l'immigration, on s'aperçoit qu'il y a un clivage qui passe dans la société française, mais qui est plutôt, pour dire les choses très rapidement, les plus de 60 ans versus les plus jeunes. Et quand on regarde par exemple le degré de préoccupation environnementale des 18-30 ans, il n'est pas significativement plus fort que celui qu'on observe parmi les trentenaires, parmi les quadragénaires et parmi les quinquagénaires. Donc, du point de vue des valeurs, on n'a pas une génération qui serait radicalement nouvelle, ne serait-ce que parce que pour ces domaines de valeurs, on voit jouer le rôle des variables classiques, le niveau de diplôme, l'origine sociale, qui pèsent sur les valeurs des jeunes. Alors, j'étais très tranquille avec ce premier chapitre. Depuis hier soir, je serais peut-être un tout petit peu plus prudent, où il faudrait regarder de plus près, mais il me semble que les premiers résultats par âge du vote montrent quand même une spécificité du vote jeune. Alors d'abord, une forte abstention, c'est ce qu'on connaît depuis longtemps, une plus forte abstention. En tout cas, je crois que chez les 18-24 ans, on est aux alentours de 40% d'abstention hier, ce qui est beaucoup, évidemment. Mais parmi les jeunes de 18-30 ans qui ont voté, on a Jean-Luc Mélenchon qui a fait des scores vraiment significativement plus élevés que ce qu'il obtient dans le reste de la population. Donc, il faudrait regarder cette question du vote et des valeurs d'un peu plus près à l'aune des résultats d'hier. Mais en tout cas, avec les données dont on disposait dans les enquêtes académiques de la fin des années 2010, on ne pouvait pas mettre en évidence des valeurs radicalement différentes que celles qu'on observait pour le reste de la population. En revanche, il me semble, et j'en viens à la question des inégalités entre les générations, il me semble en revanche que ce qui caractérise, ce qui unit une bonne partie de cette génération,
même si dans un deuxième temps, je vous dirai ensuite qu'elle est très diverse, cette génération, comme je vous l'ai dit en introduction. Ce qui unit cette génération, quand même, c'est la menace d'une précarisation croissante à minima des trajectoires d'insertion sur le marché du travail. Vous savez que jusqu'à une période très récente, le taux de chômage des jeunes actifs était particulièrement élevé, était au-delà de 20%. Mais ce taux de chômage des jeunes actifs était déjà de plus de 20% au début des années 80. Donc on a depuis 40 ans maintenant un problème structurel de taux de chômage des jeunes qui est 2,5 à 3 fois plus élevé que celui que l'on observe parmi le reste de la population. C'est vrai quand il y a des périodes de décrue du chômage, comme à la fin des années 80 ou à la fin des années 90, voire dans la période récente avec la reprise post-Covid. Et c'est vrai, évidemment, en période de récession et de retournement de la conjoncture. Donc, on a depuis 4 décennies un problème de chômage des jeunes actifs en France. Par parenthèse, ça veut dire que les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ont des parents qui sont nés, si je ne m'abuse, quelque part dans les années 70 ou fin des années 60, années 70, qui donc se sont eux-mêmes insérés sur le marché du travail à la fin des années 80 ou au début des années 90, dans un contexte de fort chômage des jeunes. Donc on n'en est pas à la première génération qui fait face à ce problème du chômage des jeunes actifs. Ce qui continue à s'aggraver, par contre, ce qui a beaucoup changé entre les jeunes qui avaient 20 ans au début des années 80 et les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, c'est la précarisation du contrat de travail. Alors, prenons un indicateur critiquable, mais qui vaut ce qu'il vaut. C'est parmi les jeunes actifs de moins de 25 ans, la part d'emplois atypiques, comme disent pudiquement certains économistes, à savoir les CDD, l'intérim, les stages, les contrats aidés et l'apprentissage. Cette proportion parmi les actifs de 18 à 25 ans au début des années 80 était de l'ordre de 14%, donc relativement marginale. Aujourd'hui, elle est de l'ordre de 55%. Donc, on peut discuter puisque parmi ces 55%, on a par exemple les apprentis. Or, vous savez que l'apprentissage peut être une voie d'insertion et de stabilisation sur le marché du travail. On a même de plus en plus une forme de dévoiement de l'apprentissage puisqu'on a de plus en plus d'apprentis dans l'enseignement supérieur qui, eux, probablement, vont s'insérer relativement correctement sur le marché du travail. Donc, tous les apprentis ne sont pas dans des situations de précarité. Mais en tout cas, quand on prend cet indicateur, on voit qu'on a une sorte de précarisation des conditions d'insertion sur le marché du travail. Une des questions importantes, c'est celle de l'effet cicatrice. C'est de savoir si ces difficultés croissantes dans les premières années de vie active, cette précarisation croissante, se rattrape par la suite, en quelque sorte. D'accord, les jeunes des années 2010 sont davantage confrontés à de l'emploi précaire en début de parcours professionnel. La question, c'est de savoir si à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, ils sont encore significativement plus souvent dans ces formes précaires d'emploi que les générations précédentes au même âge. Donc, j'ai essayé dans ce livre de faire figurer un certain nombre de graphiques qui d'abord expliquent que cette question de l'effet cicatrice est très controversée chez les économistes et les statisticiens. Et dans cet ouvrage, je propose un indicateur qui est de suivre au fil des âges et au fil des générations la proportion d'emplois stables. Et ce que je montre, c'est que effectivement, par exemple, pour les jeunes, pour les générations plutôt, nées au début des années 1980, on a évidemment à 20 ans, à 25 ans, significativement plus d'emplois précaires que pour les générations précédentes. Et ce que je montre, c'est que arrivé à l'âge de 40 ans, cette génération, née au début des années 80, aujourd'hui, est toujours significativement plus souvent en emploi précaire que les générations nées dans les années 70, qui elles-mêmes le sont davantage que les générations nées dans les années 60, et ainsi de suite, jusque les générations nées dans les années 40. De sorte que là, on a plutôt un argument qui va dans le sens de l'existence d'un effet cicatrice. On n'a pas seulement un retard en début de carrière lors des 3, 4, 5 premières années. Ce retard n'est pas rattrapé à l'âge de 40 ans. Ce qui est un petit peu déprimant parce que par ailleurs, un certain nombre d'enquêtes de l'INSEE montrent que de plus en plus, l'essentiel des trajectoires de mobilité professionnelle se sont accomplies à 40 ans. Et donc, on a un problème qui est que notre société fonctionne au CDI, fonctionne à l'emploi stable,
qu'il s'agisse de se loger, qu'il s'agisse d'éventuellement de se projeter dans l'avenir, de fonder une famille, etc. Et on a une frange non négligeable des générations nées au début des années 80, par exemple, qui, encore aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, sont confrontées à des formes précaires d'emploi. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 20% à peu près. Alors évidemment, on peut dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, à 40 ans, 80% des actifs sont en emploi stable, ce qui est vrai, mais on a néanmoins 20% de cette classe d'âge qui, à l'âge de 40 ans, est encore dans une forme précaire d'emploi. Alors évidemment, certains diront que parmi ces 20%, il y a de l'emploi précaire choisi, que toutes les précarités ne se valent pas, que d'avoir un CDD de 3 ans dans la fonction publique, c'est pas la même chose que d'avoir un contrat d'1 mois chez McDonald's, etc., ce qui est tout à fait vrai. Mais en tout cas, quand on regarde l'évolution dans le temps, on a un accroissement significatif de cette proportion d'emplois précaires. De sorte que dans ce livre, j'ai parlé de marée montante de la précarité ou de tendance au creusement d'un effet cicatrice pour montrer qu'on avait des trajectoires de ces jeunes générations qui étaient de plus en plus marquées par la précarité. Évidemment, ce que je dis à la fin de ce chapitre, c'est que ce constat moyen ne veut pas dire grand-chose. C'est que les diplômés, et singulièrement les diplômés de l'enseignement supérieur, et parmi eux, particulièrement les diplômés de l'enseignement supérieur long, sont protégés de ces formes de précarisation. Et que celles et ceux qui, dans les jeunes générations, sont promis à des carrières faites d'alternance, d'emplois instables, quand il y a un peu de croissance et de chômage dès lors que la conjoncture se retourne, c'est bien les non-diplômés. Dans une société qui fonctionne véritablement au diplôme, j'y reviendrai. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a fait une partie du constat, mais pas tout le constat. Et j'en viens au deuxième point, qui est évident pour un sociologue, mais qu'il faut néanmoins rappeler avec quelques chiffres. Cette génération de jeunes, cette jeunesse, demeure fracturée par les inégalités. Le mot célèbre de Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot, vaut évidemment encore aujourd'hui. Je vous donne un chiffre d'abord, quand je dis diversité, inégalité au sein de cette jeunesse, c'est d'abord inégalité par rapport au statut. Étudiant, emploi, chômeur, inactif. On a évidemment aujourd'hui une sorte de généralisation de l'image du jeune comme étudiant. Vous connaissez peut-être le sociologue Jean-Claude Chamboredon, qui écrivait déjà dans les années 80 et a fortiori 90, attention, la jeunesse étudiante n'est qu'une partie de la jeunesse. C'est encore vrai aujourd'hui. Un chiffre, aujourd'hui, c'est les dernières données du recensement de l'INSEE. Aujourd'hui, enfin obtenues à partir des calculs sur les fichiers du recensement, parmi les 18-25 ans en France, la jeunesse étudiante ne représente qu'à peine 50% de la classe d'âge des 18-25 ans. Ce qui signifie qu'un peu plus de 50% des 18-25 ans aujourd'hui en France sont déjà soit en emploi, soit dans des formes d'inactivité, surtout pour les jeunes femmes, soit au chômage. Et donc, la jeunesse étudiante, elle est visible, elle manifeste parfois, il lui reste quelques syndicats, il lui reste quelques associations, on en parle périodiquement, les sujets du bac, les sujets d'examen, le coût de la rentrée étudiante. Elle est donc relativement visible parmi la jeunesse, mais elle ne constitue que la moitié de la jeunesse. Et puis, la jeunesse étudiante, elle-même, est diverse. Elle est diverse socialement d'abord. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, si on prend l'ensemble des étudiants de l'enseignement supérieur, toutes filières confondues, on a à peu près 2,8 millions d'étudiants en France. Parmi ces 2,8 millions d'étudiants en France, 3 millions si on ajoute les apprentis, parmi ces 2,7 ou 2,8 millions d'étudiants, on a 25% d'enfants de pères ouvriers ou employés. Les ouvriers et les employés représentent encore 50% de la population active. Et donc, si l'enseignement supérieur, dans son ensemble, était aux couleurs sociales de la France, les étudiants devraient constituer la moitié du public. Les enfants d'ouvriers et d'employés, devraient constituer la moitié du public étudiant. Ils n'en compostent encore que le quart. Cependant, malgré tout, il y a eu la massification scolaire, l'ouverture du collège, l'ouverture du lycée, et maintenant la massification scolaire est aux portes de l'enseignement
supérieure. De sorte que les étudiantes, les étudiants ne sont plus tout à fait les héritiers que pouvaient décrire Bourdieu et Passeron il y a maintenant quasiment 60 ans. On a vu, par exemple, pendant le premier confinement, des étudiantes, des étudiants qui étaient contraints d'aller faire la queue dans les banques alimentaires pour se nourrir. On a vu des étudiants tributaires des repas au Crous gratuits ou à 1 € pendant la période de pandémie. Pourquoi? Parce qu'arrive dans l'enseignement supérieur, et singulièrement dans les premiers cycles universitaires, pour le coup totalement invisibles, dont on se moque assez largement, des étudiants dans une situation de grande précarité, contraints de travailler pour financer leurs études et qui, dans cette période de confinement, étaient privés de leur emploi et avaient des difficultés pour se nourrir. Loin de moi l'idée de dire que tous les étudiants vont mal. Au contraire, heureusement, beaucoup d'étudiants vont bien. Cette frange très précaire des étudiants est une frange minoritaire. Néanmoins, ça fait 12 ans ou 13 ans que j'enseigne à l'université. Je vois cette petite frange d'étudiants en grande difficulté sociale grandir. Elle est minoritaire, voire très minoritaire. Néanmoins, elle existe et elle grandit. Donc, même la jeunesse étudiante est diverse. Et puis, au-delà de ces différences de statut, la jeunesse est une classe d'âge qui est marquée par un certain nombre de clivages, liés bien sûr à l'origine sociale, liés à l'origine ethnique ou à l'origine ethno-raciale, liés au territoire sur lequel elle est née, sur lequel elle grandit. Les jeunes ruraux ont fait l'objet récemment de 2 très belles enquêtes de thèse, l'une par le sociologue Benoît Coquart, plutôt sur les jeunes hommes des milieux ruraux, l'autre par Yael Amslem-Mingui, sur plutôt les jeunes femmes de milieu rural, qui montrent que les jeunes ruraux font face à des problématiques particulières si on les compare aux jeunes urbains. Et puis le genre aussi vient modeler les trajectoires. Lorsque l'on compare ces 2 travaux que je viens de citer, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait la même chose d'être un jeune garçon en milieu rural que d'être une jeune fille en milieu rural. Et puis être un jeune dans une cité populaire, comme on dit pudiquement, être un jeune d'origine étrangère, même lointaine, être descendant d'immigrés, même lointains, expose par exemple à un certain nombre de discriminations qui ont été attestées par l'enquête Théo de l'INED. Donc on voit bien que tous les jeunes ne sont pas pauvres et déclassés, tous les jeunes ne sont pas aisés et étudiants. Cette jeunesse, elle est traversée par un certain nombre de clivages, et la meilleure preuve que la jeunesse est traversée par ces clivages, c'est la reproduction des inégalités. Cette reproduction des inégalités, j'y reviendrai, qui est relativement forte en France, montre que les avantages sociaux ou les désavantages sociaux dont bénéficient ou dont pâtissent les jeunes sont encore assez largement hérités des générations précédentes. On a donc en France une situation dans laquelle la mobilité sociale, même si elle est forte, a cessé de progresser depuis 30 ou 40 ans, de sorte que comparé à un certain nombre de pays européens, nous sommes marqués par une relativement forte reproduction des inégalités. Donc, si vous voulez, il me semble que si l'on cherche à tracer les grandes lignes d'une véritable politique de la jeunesse, il faut garder en tête 2 exigences, je le répète une dernière fois, réduire les inégalités entre les générations et se donner les moyens de réduire ces inégalités qui fracturent les générations. Pour le dire de manière un petit peu provocatrice à la sociologue, on pourrait dire que voilà, il y a les générations, bien sûr, mais il y a aussi les classes sociales qui continuent à fracturer les différentes générations. L'un des meilleurs exemples de cette transmission des inégalités, c'est la pauvreté. On sait, malheureusement, allais-je dire, que les jeunes adultes pauvres ont souvent été des enfants pauvres et leur probabilité de véritablement sortir de la pauvreté lors de leur trajectoire de vie est plus faible que dans d'autres pays, comme l'ont montré beaucoup d'études de l'OCDE que je cite scrupuleusement dans cet ouvrage à l'appui de mon propos. Alors, voilà pour ce constat un peu rapide, et encore une fois, je pourrais répondre à vos questions avec plaisir dans la discussion. Il me reste une quinzaine de minutes pour parler des grandes lignes
l'on pourrait esquisser. Pour ce faire, dans le 4e chapitre de cet ouvrage que j'ai intitulé de manière un petit peu lapidaire « Plus d'État, moins de famille », pour ce faire, j'ai regardé ce qui se passe à l'étranger et notamment en lisant les travaux de 2 collègues qui ont réalisé de superbes enquêtes comparatives sur ce que signifiait devenir adulte en Europe. Donc, il y a d'une part le livre de Cécile Van de Velde qui date de la fin de la décennie 2000, qui s'appelle « Devenir adulte en Europe », où elle s'est posé la question de l'expérience du devenir adulte au Danemark, en Espagne, au Royaume-Uni et en France. Et le travail, plus récemment, d'un politiste, Tom Chevalier, qui a comparé les différents types de citoyenneté socio-économique des jeunes en Europe en dressant une typologie des politiques publiques et des types de citoyenneté. Je vous résume juste d'un mot d'abord, dans l'ordre chronologique, l'ouvrage de Cécile Van de Velde. La question qu'elle se pose, c'est finalement, c'est quoi l'expérience de la jeunesse dans ces 4 pays européens? Et qu'est-ce que ça signifie devenir adulte dans ces 4 pays européens? Elle montre qu'au Danemark, la jeunesse est considérée comme le temps long de l'expérimentation. Lorsqu'on interroge les jeunes Danois sur l'âge de fin de la jeunesse, ils répondent des âges très élevés, souvent au-delà de 30 ans. Et pour dire les choses rapidement, parce qu'on a peu de temps, ce qui code, selon Cécile Van de Velde et selon les jeunes Danois interrogés à l'époque, véritablement la fin de la jeunesse, c'est l'arrivée du premier enfant, souvent bien après 30 ans. Et lorsqu'on interroge les jeunes Danois sur ce que ça signifie être jeune, leur définition de la jeunesse, c'est le temps de l'expérimentation. C'est le temps de la multiplication des expériences, c'est la possibilité de revenir en arrière, de se tromper, de changer de voie, etc. Tout cela est permis par 2 choses. D'abord, une émancipation précoce de la famille, mais qui est culturellement transmise dès le plus jeune âge. Et par ailleurs, c'est surtout permis par une institutionnalisation très forte des politiques publiques et par une très forte intervention de l'État. Les jeunes sont considérés par l'État comme des adultes et comme des citoyens à part entière dès l'âge de 18 ans. Et par exemple, les jeunes Danois qui souhaitent se former dans l'enseignement supérieur bénéficient toutes et tous de 6 ans de formation payée par l'État de l'ordre de 750 € par mois, quelle que soit l'origine sociale, quel que soit le niveau de revenu des parents. C'est une allocation étudiante universelle. Donc, dans les pays du nord de l'Europe, on considère que cet âge de la vie, c'est l'État qui doit s'en mêler. Dans les pays libéraux, sans surprise, comme le Royaume-Uni, qu'elle a étudié plus particulièrement, on ne fait pas confiance à l'État, on fait confiance au marché. Le marché, c'est le marché financier. Les jeunes s'endettent pour payer des études très onéreuses et les jeunes travaillent précocement, ce qui se traduit par un taux de poursuite d'études beaucoup plus faible que ce qu'on observe dans les pays du nord de l'Europe et ce qui se traduit par un travail étudiant encore plus fréquent que dans les autres pays. Mais dans la culture libérale, lorsqu'elle interroge les jeunes Britanniques, devenir adulte, c'est s'assumer. Hein, elle résume chaque expérience de la jeunesse par un verbe pronominal, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, au Danemark, c'est se trouver. Au Royaume-Uni, c'est s'assumer. Espagne, pays méditerranéen, rompons le suspense tout de suite car le temps passe, devenir adulte, c'est s'installer. Et s'installer, ça veut dire rester chez ses parents jusqu'à un âge relativement avancé. Dans les années 2000, l'âge médian de décohabitation en Espagne est de 27 ans, ce qui signifie qu'à 27 ans, la moitié des jeunes Espagnols habitent encore chez les parents. Donc c'est rester dans un contexte de crise économique jusqu'à tard chez ses parents, jusqu'à ce qu'on ait accumulé suffisamment de ressources pour s'installer dans son logement autonome et très souvent en couple avec son premier enfant. Donc, ce n'est pas l'État, comme dans les pays du Nord, ce n'est pas le marché, comme dans les pays libéraux, c'est la famille. La France, me direz-vous, selon Cécile Van de Velde, la France est un modèle hybride. Il y a bien sûr un peu d'État. Il ne s'agit pas de dire que l'État n'intervient pas du tout. Il y a des bourses sous conditions de ressources pour quelques étudiants. Il y a des allocations logement pour quelques étudiants. Il y a du marché. Les jeunes travaillent pour financer leurs études. Les jeunes s'endettent de plus en plus aussi en France pour financer leurs études, mais beaucoup moins que dans les pays anglo-saxons. Et il y a surtout beaucoup de familles, selon Cécile Van de Velde, mais beaucoup de familles non assumées culturellement par la société. Voilà pourquoi elle parle de familialisation induite.
si vous voulez, le poids de la famille, le fait que cet âge de la vie repose sur la famille, c'est assumé culturellement dans les pays méditerranéens. Ça l'est beaucoup moins en France, qui, de ce point de vue-là, est un pays avec des injonctions libérales. C'est-à-dire il faut s'assumer, il faut être indépendant, mais un état des politiques publiques qui ne permet pas aux jeunes d'être réellement indépendants de leurs parents. Une dizaine d'années après, ou quelques années après, le travail de Tom Chevalier, lui, s'intéresse au type de citoyenneté socio-économique des jeunes. Et il montre qu'en Europe, il y a 4 types de citoyenneté socio-économique des jeunes. Et comme le temps passe, là encore, je voudrais insister sur l'enjeu de la citoyenneté sociale. L'enjeu de la citoyenneté sociale pour Tom Chevalier et pour tous les spécialistes de politique publique, c'est la manière dont une société va fournir ou non un revenu aux jeunes. Et il montre que cette citoyenneté sociale, elle peut être individualisée ou familialisée. Qu'est-ce qu'une citoyenneté sociale individualisée, me direz-vous? Eh bien, c'est ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe. C'est le fait de considérer qu'à l'âge de 18 ans, les jeunes deviennent majeurs politiquement, ils ont le droit de vote, eh bien, ils deviennent également majeurs socialement. L'ensemble de la protection sociale leur est ouverte dans les mêmes conditions que le reste de la population. Vous êtes majeur socialement. Pour bien comprendre ce que cela signifie, comparons avec le cas de la France, qui est un pays, au contraire, dans lequel la citoyenneté sociale est familialisée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, par exemple, c'est peut-être le cas parmi vous, de certains ou certaines d'entre vous, si vous avez des enfants qui ont plus de 18 ans, moins de 25 ans, mais qui poursuivent des études dans l'enseignement supérieur, vous continuez à bénéficier des allocations familiales d'une part, et d'autre part d'une demi-part fiscale. C'est-à-dire que l'on aide les jeunes par le truchement de la politique familiale. Ça veut dire que l'on considère que les jeunes, à l'âge de 18 ans, sont encore les enfants de leurs parents. Tom Chevalier utilise une expression très parlante, il parle de mineurs sociaux. On considère les jeunes comme des mineurs sociaux. Et on aide leurs parents pour que leurs parents les aident. Dans les pays du nord de l'Europe, on aide directement les jeunes. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, par ailleurs, que ces choix en matière de politique publique font système. Les pays qui ont une citoyenneté sociale individualisée, c'est-à-dire on aide les jeunes considérés comme des adultes à part entière et non plus comme les enfants de leurs parents dès l'âge de 18 ans, sont des pays dans lesquels le système éducatif est inclusif, c'est-à-dire dans lesquels le système éducatif est moins élitiste que, par exemple, en France. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous savez, par exemple, que le système éducatif en France est particulièrement élitiste. Pour vous donner juste un exemple, vous connaissez toutes et tous, je pense, les enquêtes PISA, dont on nous présente les résultats à intervalles réguliers. C'est, vous savez, les tests que l'on fait passer aux jeunes des différents pays de l'OCDE au même âge sur des épreuves communes et on compare leur niveau. Et on sait que la France est toujours l'un des 3 pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur les résultats scolaires, sur les résultats obtenus à ces épreuves. Donc, c'est le signe d'un système relativement élitiste. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Danemark, lui, a un système de financement universel des études qui fait que l'on lève au moins les freins financiers à la poursuite des études. Mais cela n'a de sens qu'avec un système éducatif inclusif dans les premières années d'école. Et cela n'a de sens, et c'est toute la force du travail de Tom Chevalier, qu'avec une stratégie de croissance qui a choisi de développer l'emploi très qualifié, puisque ça ne sert pas à grand-chose d'amener 70% d'une classe d'âge dans l'enseignement supérieur, comme c'est le cas au Danemark ou en Suède, si vous n'investissez pas dans l'emploi particulièrement qualifié qui offre à ces jeunes diplômés de plus en plus nombreux des débouchés à la hauteur de leur qualification. Bref, je referme la parenthèse. Ces politiques publiques, j'aurais pu parler de la politique de l'emploi, on pourra en parler si vous voulez. On a plutôt dans les pays du nord de l'Europe des politiques de learn first, c'est-à-dire que l'on va toujours travailler la formation des jeunes pour leur permettre de s'insérer sur le marché du travail, tandis qu'en France, on a plutôt des politiques de work first, c'est-à-dire que l'on va essayer d'agir sur le coût du travail des jeunes.
La droite va faire par exemple des allègements de charges ou de cotisations sociales pour les employeurs, ou va essayer, type CPE en 2005, à déroger à l'emploi de droit commun. Et puis la gauche, elle, va plutôt faire des emplois particuliers pour les jeunes, les emplois jeunes de Jospin Aubry, les emplois d'avenir de François Hollande, etc. Mais le point commun, c'est qu'on essaye de mettre les jeunes au travail en développant vraiment une logique de work first. Donc, je ferme la parenthèse pour montrer que ces différentes politiques publiques font système. Il me reste 9 minutes, si je veux tenir les 45 minutes, pour vous esquisser un certain nombre de pistes de ce que l'on pourrait faire en France. Là, je sors de mon rôle de chercheur, c'est à partir de mes travaux de recherche, un certain nombre de propositions que je fais avec lesquelles, évidemment, on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Disons que je propose une lecture possible. Il me semble que dans des sociétés du XXIe siècle, dans lesquelles nous allons travailler jusqu'à un âge de plus en plus avancé, parce que nous allons vivre jusqu'à un âge de plus en plus avancé, si je reprends la rhétorique en vogue. Il ne me semble donc pas raisonnable de continuer à avoir un temps de la jeunesse qui, en France plus qu'ailleurs, est un temps qui est vécu dans l'angoisse de l'insertion. Quand vous parlez à des collègues du nord de l'Europe, voire à des collègues du sud de l'Europe, et que vous dites qu'en France, c'est juste pour vous donner un exemple, car j'ai peu de temps, le ministère de l'Éducation nationale recense le nombre d'élèves en retard en seconde, c'est la terminologie du ministère de l'Éducation nationale, on a le pourcentage d'élèves en retard en seconde. Qu'est-ce qu'un élève en retard en seconde? C'est un élève qui a redoublé une année, pour une raison ou pour une autre. Et donc, ça montre bien que les jeunes Français, on le sait, à partir de plein d'enquêtes, vivent cette période comme étant véritablement une angoisse de l'insertion. Je vous ai dit que Cécile Van de Velde disait que les jeunes Danois cherchaient à se trouver, que les jeunes Anglais cherchaient à s'assumer, que les jeunes Espagnols cherchaient à s'installer. Je ne vous ai pas dit le verbe pronominal qu'elle utilise pour la France. Les jeunes Français sont obsédés, dit-elle, par le fait de s'insérer. Voilà. Et de s'insérer, pourquoi? Et de se dépêcher de s'insérer, pourquoi? Parce que cette période est vécue à la charge de la famille. Et donc, effectivement, se réorienter dans l'enseignement supérieur, par exemple, c'est éventuellement perdre une année. C'est une année coûteuse pour les parents, pour les familles, pour les étudiants qui ont relativement peu de moyens. Et donc, les jeunes Français vivent leur jeunesse dans cette angoisse de l'insertion. Moi, je plaide pour que dans une société qui vieillit, dans une société du XXIe siècle, la jeunesse soit le temps long de l'expérimentation, à l'instar de ce qui existe plutôt dans les pays du nord de l'Europe. Je plaide pour que les jeunes aient le temps d'être jeunes, pour que les jeunes aient le temps de faire leurs expériences, et le temps de se tromper, et une deuxième chance généralisée, voire une troisième chance généralisée. Et je pense que pour que cette jeunesse puisse être le temps de l'expérimentation, il faut, pour reprendre le titre du chapitre, plus d'État et moins de famille. Vous savez, c'est très intéressant de voir que les synthèses de l'OCDE, je vous disais, permettent de comparer l'intensité de la mobilité sociale en Europe. Et au fil des publications, qui se confirment les unes après les autres, on voit qu'il y a un gradient géographique de la mobilité sociale en Europe. Plus on va vers le nord de l'Europe, plus la mobilité sociale est forte. Plus on va vers le sud de l'Europe, plus la reproduction des inégalités est forte. Et de ce point de vue, au cours des dernières années, la France tend plutôt à glisser vers le sud de l'Europe. Et donc, il ne s'agit pas de dire que c'est uniquement parce que les jeunes Danois ont 800 € par mois pour se former que la mobilité sociale est plus forte. Néanmoins, on est quand même tenté de comprendre intuitivement que si on laisse à la charge de la famille ou de la capacité d'endettement de chacun la capacité à faire des études ou à multiplier les expériences, alors on favorise la reproduction des inégalités. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit enquête après enquête que les jeunesses des pays du nord de l'Europe sont toujours les plus optimistes. Alors là, de deux choses l'une, soit on a une explication culturaliste qui consiste à dire que c'est comme ça. Dans les pays du nord, les gens sont optimistes, et dans les pays du sud, les gens sont insatisfaits et râleurs. Soit on fait des sciences sociales, et on essaye de faire le lien avec les politiques publiques qui sont menées. Et on peut penser que lorsque les jeunes Français sont quasiment les plus nombreux en Europe, avec les jeunes Espagnols et les jeunes Portugais, à dire que la société dans laquelle ils vivent ne leur laisse pas la possibilité de faire réellement leurs preuves, eh bien on peut penser qu'il y a un lien avec les politiques publiques relativement déficientes. Quand je dis plus d'État, moins de famille, je défends l'idée selon laquelle la jeunesse est un âge fragile de l'existence.
La jeunesse est un âge fragile de l'existence parce que dans des sociétés qui vieillissent, dans des sociétés où le début de parcours professionnel se précarise de manière croissante, il faut protéger ce temps de la jeunesse. Alors, avant le scandale Orpea, j'avais beau jeu de dire, aujourd'hui en France, c'est encore plus vrai aujourd'hui, me semble-t-il, tout le monde, quelles que soient ses obédiences théoriques, politiques, philosophiques, tout ce que vous voulez, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la prise en charge du grand âge, de la dépendance, ne peut pas être laissée à la seule charge de la famille ou à la seule charge du marché. Eh bien, il me semble que c'est la même chose pour la jeunesse. C'est un autre âge fragile de l'existence et on ne peut pas le laisser seulement à la famille ou au marché. D'autant que, Tom Chevalier l'a bien montré dans d'autres articles, ça a un effet sur la défiance des jeunes. On a parlé de l'abstention des jeunes à nouveau hier. On voit que la défiance dans les institutions chez les jeunes est beaucoup plus présente dans les pays du sud de l'Europe et qu'elle n'est pas sans lien avec le type de politique publique. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits aujourd'hui par des politistes, des sociologues, autour des public policy feedback, ce que les politiques publiques font aux individus et à la manière dont ils se projettent dans les institutions ou dans l'avenir. C'est un champ de recherche passionnant qui montre que les politiques publiques ne sont pas sans effet sur un certain nombre de dynamiques que l'on observe. Je termine les 3 minutes qui me restent pour respecter mes 45 minutes par juste vous montrer en quoi s'inspirer du modèle danois pour le financement des études pourrait être une bonne chose et une chose faisable à moyen terme. Je vous l'ai dit, tous les jeunes danois, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit le niveau de revenu de leurs parents, bénéficient de 750 € par mois pendant 6 ans pour se former s'ils le souhaitent. Terra Nova, le think tank Terra Nova, au début des années 2010, avait chiffré, dans le cas français, ce que cela coûterait que de faire 4 ans payer 500 €. Donc on n'est pas sur le modèle danois. Il avait chiffré, Terra Nova, ce think tank, à 5 milliards nets par an pour le budget de l'État, le coût de cette allocation. Pourquoi si peu, ai-je envie de dire ? D'abord parce que vous faites un bon paquet d'économies en matière de politique familiale. C'est-à-dire que si vous aidez les jeunes directement, vous cessez par exemple de verser une demi-part fiscale aux parents au-delà de 18 ans. Vous cessez de leur verser les allocations familiales, etc. Donc, vous faites un certain nombre d'économies et tout mis bout à bout, c'est à peu près 5 milliards d'euros pour le budget de l'État. Donc, évidemment, si on voulait aller vers 800 € par mois et sur 5 ans, par exemple, on serait bien au-delà de cette somme. Mais je pense qu'à moyen terme, ce n'est pas quelque chose qui est inabsorbable pour le budget de l'État. Et je pense que le principal obstacle n'est pas financier à moyen terme, mais il est idéologique. Puisque je souhaite bon courage au candidat ou à la candidate à l'élection présidentielle qui un jour assumerait de dire « Écoutez, parents, on arrête de vous verser une demi-part fiscale au-delà de 18 ans, on arrête de vous donner des allocations familiales, par contre, on va aider vos jeunes. » Je ne suis pas sûr que ce soit très vendeur politiquement, je pense qu'il y a une certaine rupture presque philosophique à avoir, mais je pense que c'est plus ça l'obstacle qu'un obstacle financier réellement. Pourquoi universel enfin ? Pourquoi aller donner 800 € à tout le monde alors que des jeunes n'en ont probablement pas besoin? Je vous dirais pour 2 raisons. D'abord parce qu'il en va de la conception de la jeunesse que l'on a. Nous sommes adultes et citoyens à part entière à 18 ans. Cessons donc de renvoyer les jeunes au niveau de revenus de leurs parents. Il en va de la conception de la jeunesse qu'on a. À 18 ans, nous sommes majeurs politiquement et socialement. Et puis, deuxième raison, plus terre à terre, les économistes ont bien montré que les prestations qui se dévalorisent le moins au cours du temps sont les prestations universelles. On n'a jamais vu de manifestation à Neuilly-sur-Seine contre les allocations familiales, au prétexte qu'elles coûtaient trop cher, parce que les familles les plus aisées en bénéficiaient aussi. Et donc, les allocations, les dispositifs qui sont universels, sont aussi les dispositifs qui sont les mieux socialement acceptés et qui se dévalorisent le moins monétairement au cours du temps. J'ajoute que dans le cadre d'une réforme fiscale qui ferait que l'impôt sur le revenu serait véritablement progressif, ces familles-là contribueraient davantage au système de financement et donc le fait que leurs enfants en bénéficient serait peut-être moins choquant pour certains. Donc je pense que ce dispositif-là n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique de la jeunesse, mais il répondrait, et je termine par là, aux 2 objectifs que je m'étais fixés au début de mon intervention. Il veillerait à réduire la fracture que l'on voit poindre entre les générations. Nous allons dépenser de plus en plus, et c'est bien normal, pour la prise en charge des dépenses de santé, de maladie, de vieillesse, de dépendance.
il n'est pas insensé de faire un geste budgétaire aussi pour les jeunes générations qui vont être de plus en plus nombreuses. Excusez-moi pour cet argument trivial, car nous vieillissons rapidement, notre société. Et puis par ailleurs, en levant l'essentiel des freins financiers qui pénalise les jeunes les plus précaires pour cet âge de la vie, elle viendrait réduire les inégalités entre les générations. Donc voilà ce que je voulais développer dans cet essai, c'est qu'un petit exemple de mesure. Il faudrait avoir une réflexion philosophique sur ce qu'est cet âge de la vie, et à partir de cette réflexion philosophique, découler 2-3 grandes politiques publiques fortes. Je pourrais développer ce qu'il faudrait faire selon moi pour la seconde chance, parce que même si notre école est plus démocratique, même si l'on aide les étudiants financièrement, il y aura toujours des décrocheurs précoces, et il faut évidemment leur donner une deuxième chance. Mais voilà, le genre d'argument que j'ai voulu développer dans cet ouvrage, et j'insiste, c'est pas que pour la jeunesse en fait, c'est aussi d'une part, pour l'ensemble de la société, ça a un effet, selon moi, cette défiance des jeunes, sur la confiance du pays, sur tout un tas de phénomènes que l'on voit poindre ces dernières années. Et je pense, enfin, pour terminer tout à fait, qu'il en va, au-delà de la jeunesse, d'une conception du cycle de vie qui n'est plus adaptée aujourd'hui, selon moi. Il n'y a pas de raison que tout soit joué à 25 ans, qu'ensuite les jeunes galèrent 5 ans jusqu'à obtenir un premier emploi stable, travaillent tout de go 40 ans, et puis ensuite soit d'un coup à la retraite. Je pense qu'il faut détendre ces temps de l'existence et s'attaquer d'abord à ce que l'on propose à la jeunesse, c'est aussi aller au-delà vers une réflexion plus profonde de ce que pourraient être nos cycles de vie et nos existences contemporaines. Merci de votre attention